Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la série de nos émissions consacrées justement à l'actualité nationale et la politique du gouvernement dans les différents secteurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter une table ronde avec les membres du comité interministériel chargé de la mise en œuvre et le suivi des droits humains en République de Djibouti. Et avant d'entamer nos questions, j'aimerais vous présenter tout d'abord nos invités. Au premier rang, vous avez le président de ce comité interministériel chargé des droits humains en République de Djibouti, M. Abdi Ismail Hirsi. Et à ma droite, vous avez M. Ali Mohamed Abdou, qui est le président de la Commission des droits de l'homme et membre du comité interministériel chargé du suivi des droits humains en République de Djibouti. Et là, j'ai M. Ahmed Osman, qui est le directeur de la législation au ministère de la Justice et membre du comité aussi interministériel chargé du suivi et la mise en œuvre des droits humains en République de Djibouti. Et bien sûr, je n'oublierai pas Mme Hallo, qui est la secrétaire générale, comme vous le savez, du ministère de la promotion de la femme et de la planning familiale, et est aussi membre du comité interministériel chargé des droits humains en République de Djibouti. Pour commencer justement, pour ouvrir ce débat, nous aimerions savoir tout d'abord, Monsieur le Président de ce comité, à savoir le parcours et les grandes étapes de ce comité interministériel depuis sa création à Djibouti. Merci Monsieur Dini. C'est pour nous une occasion assez importante et intéressante d'informer les publics djiboutiens sur la notion de la promotion et de la protection des droits de l'homme en République de Djibouti. Vous savez, avant de dire répondre à votre question directement sur l'évolution de ce comité, il faut dire que la République de Djibouti, depuis son indépendance, avait proclamé son attachement aux droits humains. Et si je prends la Constitution de 1992, dans son préambule, il est stipulé que le peuple djiboutien proclame solennellement son attachement à la démocratie et aux droits de l'homme, tel que défini par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Et elle en fait ces dispositions des instruments internationaux elle intègre ces dispositions des instruments internationaux dans ses propres dispositions. Après cela, il venait, une fois proclamé, il ne suffit pas de proclamer, il faut mettre en place les institutions qui sont en charge de la mise en œuvre de ces instruments et élaborer la législation les concernant. Comme vous le savez, la Constitution de la République de Djibouti prévoit dans son titre 2 un ensemble de droits humains à protéger et à promouvoir qui constitue une obligation pour l'État à jouer ce rôle de promoteur, de protecteur de ce droit. Je ne vais pas énumérer ici, mais ce titre 2 de la Constitution de la République de Djibouti est ouvert à tous citoyens des Djiboutiens et autres, de prendre connaissance, et en partant de droit à la vie jusqu'à droit à l'éducation, en passant par le droit à une vie décente, un logement décent, à la santé, au bien-être social. Tous ces droits-là sont édictés par la Constitution de la République de Djibouti. À ce titre, la République de Djibouti n'est pas coupée du monde. Nous partageons les mêmes valeurs avec d'autres États, d'autres peuples
Et ce partage, il est établi au sein des systèmes des Nations Unies, d'une part, et d'autre part au sein des institutions continentales, telles que l'Union africaine. Ces organisations également ont soumis aux États parties des instruments internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits de l'homme, qui sont des instruments auxquels les États, une fois ratifiés, constituent tout en nous pour la République de Djibouti, constitue et fait partie de notre droit positif. Et quiconque voudrait constater une violation dans son droit peut soulever devant nos juridictions les dispositions de ces conventions, voire de la Constitution. Ces instruments qui ont passé à plusieurs étapes, première génération, seconde génération. La première qui constitue la base, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, auquel je faisais référence tout à l'heure, qui fait partie intégrante de la Constitution de la République de Djibouti. Des pactes sur le droit civil et politique, sur le droit civil, sur le droit économique, social et culturel, la Convention contre la torture, la Convention contre toute élimination à l'égard des femmes, discrimination à l'égard des femmes, et j'en passe. Les collègues vont détailler tout à l'heure. Donc, ce processus a constitué un ensemble de législation et des instruments internationaux à mettre en œuvre. Des lois organiques ont été élaborées, également prévues par la Constitution de la République de Djibouti, pour en faire ces instruments, voire la Constitution, des éléments auxquels les Djiboutiens et les citoyens et toute personne concernée peut faire référence. C'est le cas, par exemple, si je prends la création, l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui est en charge de la constitutionnalité des lois, la création, la loi organique relative ce que vous concerne, la liberté sur la presse, bien sûr, la liberté de la presse et de la communication, la loi organique relative aux élections, et celle qui est relative aux partis politiques, celle qui est relative à la magistrature, statut de la magistrature, et le Conseil supérieur de la magistrature pour ne résumer que ce dernier. Donc, cet ensemble des instruments et des mécanismes qui constitue un effort important depuis 1992, mais qui a pris un élan depuis les états généraux du ministère du système judiciaire dans ce pays, et également l'élaboration de stratégies dans les différents secteurs de la vie en République de Djibouti. Chaque département dans son domaine est appelé à prendre en considération les dispositions de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans ce pays. Oui, une parenthèse que la République de Djibouti étant très attachée à sa culture, une culture d'origine traditionnelle et islamique, et puis il y a aussi ces droits traditionnels. Est-ce que cela ont été aussi intégrés dans ces réformes juridiques adaptées? La coutume et les traditions des peuples djiboutiens sont source d'inspiration de droits élaborés. Comme d'ailleurs notre religion est également une source de droit. Notre coutume
moins encore notre religion, ne sont pas en contradiction avec les dispositions et les instruments internationaux, voire notre constitution. D'ailleurs, la constitution de la République de Djibouti proclame que l'islam est la religion de l'État. Et bien entendu, c'est dans le respect de ces coutumes et de ces traditions, c'est dans le respect de notre religion que sont élaborés les textes et les lois applicables dans notre pays. Si j'en viens, après ces longue introduction, à la question que vous m'avez posée sur le comité interministériel chargé de l'élaboration et de la soumission des rapports. À quoi consiste la République de Djibouti et tout autre État ayant adhéré aux instruments que nous avons énumérés s'engage au moment de l'adhésion ou de la ratification de produire des rapports périodiques et initiaux sur la mise en œuvre des dispositions de ces conventions dans le contexte national. Nous nous sommes rendus il y a quelques années, en 2005, précisément, que la République de Djibouti, dans l'élan de la Constitution et de la promotion et la protection des droits de l'homme exprimée au niveau politique, que toutes les conventions et tous les instruments que nous avons ratifiés n'ont pas fait l'objet des rapports. Et donc, une défaillance au niveau de la production de nos rapports. Et c'est pour cet objectif-là qu'a été créé ce comité. Comme le ministère de la Justice est en charge, sectoriellement parlant, de la promotion et de la protection des droits de l'homme, ou tout au moins de coordonner, il en revenait la présidence de ce comité et en revenait au département de la justice. Et j'ai eu l'honneur, avec les collègues ici présents et d'autres collègues éminents, de présider ce comité qui, au jour d'aujourd'hui, peut se réjouir que la République de Djibouti est à jour dans l'élaboration de tous les rapports, de tous les instruments qu'elle a ratifiés. Et l'un des derniers que nous allons présenter très prochainement à Genève va porter sur le pacte civil et politique que la République de Djibouti a adhéré depuis une dizaine d'années. Voilà, je passe à Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme. Et cette commission a aussi un important rôle, je crois, dans l'information, la sensibilisation et même la formation peut-être de la population sur les droits humains en République de Djibouti. Et pouvez-vous nous résumer un peu la mission de cette commission et votre participation aussi à ce comité interministériel chargé des réformes des droits humains? Oui, merci M. Dini pour la question. Je crois que la Commission nationale des droits de l'homme est une institution nationale qui a été créée en 2008 à l'issue d'un atelier de réflexion sur la situation des droits de l'homme à Djibouti, présidé par le chef de l'État. Et à l'issue de cet atelier, différentes recommandations ont été formulées par les participants qui venaient de toutes les forces vives de la nation, à savoir la société civile, les syndicats, les pouvoirs publics, les magistrats, tout ce que la société djiboutienne comporte de forces diverses. Donc, à l'issue de cette 10 recommandations ont été formulées, et parmi ces recommandations figure
la création d'une commission nationale des droits de l'homme qui n'existait pas à Djibouti et la création, comme l'a dit M. Hersi, du comité interministériel pour la rédaction et la soumission des rapports aux organes des traités et au Conseil des droits de l'homme. Donc la commission a été créée en 2008 et son rôle, c'est généralement, si je puis résumer, c'est la promotion et la protection des droits de l'homme. Quand on dit promotion des droits de l'homme, c'est sensibiliser la population, former les gens, que les gens puissent connaître leurs droits d'abord, et ensuite les faire protéger, et informer les gens des engagements que la République de Djibouti a pris au niveau des droits de l'homme, et comment ces engagements peuvent être mis en œuvre sur le terrain. Donc la commission s'est attelée à cette tâche de promotion, mais également elle a un autre volet très important, c'est la protection des droits de l'homme. Tout un chacun peut se plaindre au niveau de la commission des droits de l'homme quand il pense que ces droits ont été lésés ou violés par l'État ou par d'autres institutions. Donc ils peuvent saisir directement la commission. Et la commission également peut se saisir elle-même des différents cas de violation des droits de l'homme ou sur dénonciation où elle-même peut se saisir. Donc la commission a un rôle de promotion, comme je l'ai dit, et de protection des droits de l'homme. Et à ce titre, nous avons organisé depuis notre création différents ateliers qui portaient notamment sur les techniques de rédaction de rapports périodiques ou d'écrits pour que la République de Djibouti puisse résorber son retard, comme l'a dit monsieur le président du comité interministériel. Et également, nous avons formé de forces de l'ordre qui sont, par exemple, les gendarmes, les policiers, la garde pénitentiaire et tous ces hommes en uniforme qui, en amont, doivent protéger les droits de l'homme. Donc des formations ont été menées dans ce sens également, et ces gens-là ont pu apprécier le rôle qu'a joué la CNDH et également ils ont créé des cellules au sein de la police, au sein de la gendarmerie, pour qu'ils puissent protéger en amont les droits de l'homme. Donc les droits de l'homme, c'est un domaine transversal qui va de droits économiques et sociaux, c'est-à-dire qui sont par exemple les droits à la santé, les droits à l'éducation, les droits au logement, et les droits civils et politiques qui sont également les droits à la liberté d'expression, les droits de se déplacer, les droits de la liberté d'opinion. Donc c'est un domaine vaste à la fois, mais en même temps c'est un domaine simple où tout un chacun, nous devons partir des valeurs que nous avons et en même temps des principes universels. Les droits de l'homme est un domaine universel, exactement, et également pour la mise en œuvre de ces valeurs et principes, la République de Djibouti a mis en place des institutions qui sont, chacun dans son domaine respectif, doit les faire respecter. Elle va également de la justice où les gens peuvent rester quand ils estiment lésés dans leurs droits. Il y a aussi le Conseil constitutionnel. Il y a aussi les différents ministères qui sont concernés par les droits de l'homme, à savoir par exemple le ministère de la promotion des femmes en ce qui concerne les droits de la femme, la justice en ce qui concerne la justice, même le ministère de l'Intérieur qui également pour la sécurité des biens et des personnes il est concerné. Et au dernier chef aussi, c'est le président de la République qui est le premier magistrat du pays à qui on peut s'adresser et qui est en même temps un rôle de protection des droits de l'homme. L'Assemblée nationale également, où siègent des députés, cette Assemblée nationale où les gens peuvent interpeller les députés sur les violations et également c'est eux qui légifèrent sur les lois qui doivent protéger les droits de l'homme. Et nous sensibilisons dans la mesure où nous demandons à chacun que toute loi puisse avoir une approche des droits de l'homme dans son contenu et dans son... Donc voilà à peu près résumé le rôle
et la mission de la Commission nationale des droits de l'homme qui doit être dissociée parce que les gens confondent souvent. Une Commission nationale des droits de l'homme est créée par l'État et l'État ensuite, quand elle met à sa disposition les moyens avec lesquels elle travaille, mais ensuite elle acquiert son indépendance selon les principes de Paris et cette indépendance est contrôlée au niveau du Comité international de coordination qui classe les différentes commissions. Donc c'est une commission indépendante et qui doit être dissociée des associations. Les associations sont comme le dit l'association, 2 ou 3 personnes peuvent créer une association et parler de la promotion et protection des droits de l'homme. À ce titre, nous avons 2 liens avec la société civile qui applique sur le terrain ces valeurs et principes des droits de l'homme. Voilà, j'en viens à Mme Halouf. On sait que la République de Djibouti est signataire de plusieurs conventions en matière des droits humains et des droits de l'homme et l'intégration de la femme dans le processus de développement et les droits des femmes en République de Djibouti ont connu un grand changement quand on sait qu'ils ont été intégrés dans le gouvernement, l'Assemblée nationale et aujourd'hui justement quelles sont vos observations sur l'évolution des droits de la femme à Djibouti? Bon, je te remercie pour la question par rapport aux droits de la femme. Je crois qu'il n'y a pas... les droits de la femme ne sont pas séparés des droits de l'homme. La femme a les mêmes droits que l'homme, mais il y a des aspects, elle a des besoins particuliers qu'il faudrait satisfaire. Et dans ce contexte-là, qu'il y a par exemple la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Les femmes sont quelquefois victimes d'un certain nombre de discriminations et de violences aussi. Donc, et c'est par rapport à cela donc, que le ministère s'est doté d'une politique nationale genre depuis pas très longtemps, en 2011, qui a été précédée par la stratégie nationale d'intégration de la femme dans le développement. Donc, elle a des besoins particuliers, par exemple, en termes de la santé et de la reproduction. Et pour satisfaire ces besoins, le ministère de la Santé a mis en place une direction qui s'occupe uniquement de la santé de la mère et de l'enfant. Si je vois également les besoins en termes de violence, donc il y a une cellule d'écoute qui a été créée en 2007, inaugurée par le président de la République, et d'autres cellules d'écoute aussi sont en train de se mettre en place. Par rapport également aux droits de l'enfant, le ministère s'est doté du PASNED, le plan d'action national pour le développement de l'enfance à Djibouti. Donc il y a eu une réunion hier au Kempinski présidée par le Premier ministre. C'était la réunion du Conseil national de l'enfance, ce qui montre quand même l'importance accordée donc à la mise en œuvre de ce PASNED. Notre ministère, à travers le comité interministériel donc, dont je suis membre, a présenté la convention, le rapport sur la CEDEF et le rapport également, le deuxième rapport sur les droits de l'enfant par rapport à la Convention des droits de l'enfant et le troisième rapport est en train d'être lancé pour être soumis très prochainement. Donc toutes ces... Alors je rejoins également ce que disait le président de la Commission nationale, sachant que les femmes ont un taux d'analphabétisme très élevé. Le ministère a pour mission d'apporter l'information aux femmes qui, étant donné les tâches ménagères qui les occupent à plein temps, ne vont pas à la recherche de l'information, mais il faut leur apporter l'information là où elles sont. Et nous, on utilise le canal des associations pour le faire. Pour faire donc des ateliers de sensibilisation, de plaidoyer. Vous vous souvenez, je pense, de la médiatisation qu'on a pu faire du Code de la famille, par exemple, en 2002. Voilà. En ce moment, on est en train de faire à peu près la même chose par rapport au planning familial qui a été intégré dans les attributions du ministère en 2011. Oui. Comme je disais, la République de Djibouti étant signataire des nombreuses conventions, cela incite sans doute les instances judiciaires et le ministère de la Justice notamment à entreprendre des réformes dans la législation qui était en vigueur. Quels sont là aussi les changements que, en tant que directeur de la législation, vous avez pu
être amené à réaliser. Voilà, justement. D'accord, merci M. Dini. Donc comment se fait ces réformes et puis comment on transpose les dispositions de conventions internationales dans le droit interne. Oui. D'abord, une fois, c'est différentes étapes. Il y a la première étape donc, qui est la signature de la convention. D'abord, on va, la République de Djibouti ou tout autre État qui veut adhérer à une convention, va d'abord signer. Généralement, c'est fait par nos ambassades. Et qu'est-ce que c'est cette signature? L'État s'engage à ne rien faire qui puisse contrevenir aux dispositions de cette convention. Donc, il n'y a pas un engagement complet. Par la suite, on fait la ratification proprement dite, et puis c'est par loi. Donc, c'est une loi portant ratification, par exemple, d'une telle convention. Et à partir de là, d'après notre Constitution, une fois que la convention est ratifiée, elle rentre dans le droit interne. C'est l'article 37 de la Constitution qui stipule ainsi. Donc on dit même que les dispositions de convention ratifiées sont supérieures aux lois internes, c'est-à-dire les lois simples. Par exemple, si la loi est contraire à notre Constitution, avant de ratifier, donc, on doit d'abord modifier la Constitution et c'est par la suite qu'on doit ratifier la loi. Donc ça, c'est une chose. Et puis il y a eu énormément, donc, comme l'expliquait le secrétaire général, il y a eu énormément, il y a eu un travail d'incorporation. Par exemple, il y a les premiers articles ou les préambules de la Constitution qui stipulent que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme sont partie intégrante de la Constitution, c'est-à-dire tout texte, qu'elle soit législatif ou réglementaire, doivent être conformes à ces deux instruments également. Donc ça, c'est la première étape déjà d'incorporation et puis des réformes. Et par la suite, il y a également, notre secrétaire général a fait référence, et il y a tout un titre qui est consacré aux droits de l'homme. Donc tout ça, on a procédé à des réformes pour intégrer donc les dispositions de conventions ratifiées dans le droit interne. Et puis il y a d'autres lois, par exemple, il y a deux notions qui sont prises. Par exemple, la notion, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est une notion qui vient, par exemple, de la Convention des droits de l'enfant et qui est reprise dans le code pénal pour garantir un maximum de protection à l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant? Ça veut dire, dans toute situation, on doit prendre la situation qui a le plus d'intérêt pour l'enfant. Donc, c'est une notion également capitale aujourd'hui dans notre droit interne et dans le code de la famille. Par exemple, il y a la liberté, l'opinion de l'enfant, qui est également une autre disposition aussi. Donc, on fait, c'est par ce travail des transpositions qu'il y aura des réformes. Voilà. Par contre, la législation couvre un peu tous les secteurs, je crois, non? Quasiment. Toutes les conventions des droits de l'homme, il y en a un paquet. L'éducation, santé, tout ça sont repris dans les droits internes. Donc, à la suite des réformes, une fois qu'on ratifie la convention, on procède à une harmonisation de la loi nationale avec les dispositions internationales. Par exemple, les droits à l'école pour tous, pour tout enfant. Donc tout ça, c'est par ces techniques qu'il y aura des réformes. Voilà. Monsieur le Président, je reviens à vous. Ce n'est pas le premier rapport que votre comité interministériel sera amené à présenter prochainement à Genève. Et par rapport au précédent rapport, qu'est-ce qu'il y a comme de nouveau? Et ce rapport coïncide aussi à un moment où on lit beaucoup des critiques à l'égard des droits de l'homme à Djibouti à travers les réseaux sociaux. Voilà. Une petite rectification. Dans ce domaine de pacte sur le droit civil et politique, c'est le premier rapport que nous présentons. Hein? Oui. D'autres rapports nous avons présentés, mais dans d'autres instruments, d'une part, et d'autre part, d'une manière générale, ce qu'on appelle l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, dont nous avons présenté
sous la direction de garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de Madame la ministre de la Promotion de la Femme. C'était au mois de mars, avril de cette année, qui reprend d'une manière plus ou moins résumée l'ensemble des droits mis en œuvre par la République de Djibouti dans les différents secteurs. Donc, sur le pacte sur le droit civil et politique, c'est le premier rapport. Nous allons dialoguer avec le comité des Nations Unies chargé de droit sur le pacte civil et politique pendant des jours à Genève. Enfin, le membre de la commission qui va partir va dialoguer avec ce comité, soumettre à ce comité technique. On a déjà envoyé notre rapport. Ils nous ont renvoyé des questionnaires complémentaires que nous avons renvoyés. Et c'est autour de cet ensemble des instruments que nous allons discuter, que sans compromis avec les comités, ils vont sûrement aborder toutes les questions. Et parmi les questions qu'ils vont aborder, il y aura sûrement ce que vous venez de signaler, que Djibouti, ces derniers temps, réseaux sociaux. Mais il faut faire attention à une chose. Il y a information et désinformation. Je pense que les réseaux sociaux, sûrement, c'est intéressant comme son nom l'indique, de faire des échanges entre les membres d'une société ou de la société globale d'une manière générale. Mais il est aussi essentiel de dire que ces éléments de réseaux sociaux d'une manière générale ne constituent pas des informations objectives sur une situation donnée. Le gouvernement donne sa version objective de ces réalisations. Le comité des Nations Unies chargé de discuter et de dialoguer avec le gouvernement djiboutien fera un examen objectif sur les réalisations et il en découlera de cette discussion, de ce débat, de ce dialogue, des recommandations adressées au gouvernement djiboutien pour améliorer certains aspects de certains droits, comme il en a découlé de les pays que nous avons présentés au mois d'avril, un certain nombre de recommandations émises par des États qui sont essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, qui disaient que Djibouti est dans une bonne voie. Il faut améliorer encore. Et la vie est constituée d'amélioration, que ce soit au niveau de l'individu ou au niveau de l'État. Il faut toujours améliorer. Oui, une question au président de la commission de droits de l'homme. Justement, dans le cadre de votre mission, dernièrement, vous avez eu l'occasion de visiter la prison centrale de Djibouti. C'est à la suite du décès d'un détenu. Et justement, quelles ont été vos observations sur cette visite, ou sur la situation dans cette prison centrale de Djibouti? Oui, je crois que la visite des prisons, la visite des commissariats de police, les visites de lieux de détention en général font partie de nos compétences d'attribution et nous le faisons régulièrement. Nous l'avons fait d'ailleurs dans ce cadre, la visite de la prison. Pour en revenir à ce que vous disiez au président, dans la mesure où
les critiques, ça existe. L'État, c'est la première institution qui met en œuvre les droits de l'homme. Et c'est normal qu'on puisse critiquer ce même État dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc, c'est pas un truc nouveau. Mais il faut savoir que la mise en œuvre des droits de l'homme n'est pas que dénonciation. Et à chaque fois que quelqu'un vient rapporter une information, sans qu'on puisse vérifier la véracité, recouper l'information, on le publie sur Facebook, on le publie... Non, c'est pas ça les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est quelque chose de vaste, quelque chose qui concerne à la fois la formation, la sensibilisation, la protection et également une réflexion sur différents domaines qui concernent les droits de l'homme dans sa totalité. Donc, nous, à ce titre, nous avons visité la prison. Ce n'est pas la première fois qu'on la visite. Nous l'avons visité il y a quelques mois. Et dernièrement aussi, nous l'avons visité. Et c'est pour nous enquérir des conditions de détention à la prison civile de Gabod, comme dans les commissariats. Ces conditions de détention doivent être conformes au minima des Nations Unies en la matière. Ce sont des principes, c'est-à-dire en ce qui concerne la salubrité, en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité et l'alimentation des détenus. Nous nous sommes allés nous enquérir de toutes ces conditions de détention qui, ma foi, sont globalement positives, mais qui doivent être améliorées en conséquence, notamment au niveau de l'alimentation, au niveau de l'environnement des détenus. Donc, et en même temps, nous avons aussi pour mission de nous enquérir des conditions de détention, mais aussi de la détention elle-même pour savoir si certains détenus se plaignent de la lenteur de la justice, si leurs dossiers sont traités dans un délai raisonnable. Et nous faisons des recommandations au pouvoir public concerné dans ce domaine et en même temps, si nous n'avons pas gain de cause, nous parlons également à la presse et nous rendons publiques nos recommandations pour qu'on puisse appliquer ces recommandations. Voilà. Et à chaque visite, on revient sur ça. Oui. Donc, je vous disais que... ouais, je vous laisse. Voilà. Je voudrais revenir à une question sur... Justement, oui. Oui. Par rapport à la question, vous avez posé au président une question précise. Oui. Sur le décès d'un détenu. Je crois que dans ce chapitre, votre droit et la protection des droits de l'individu commencent là où s'arrête le droit des autres. Il y a le décès d'une personne est constaté par un médecin. Un médecin ou un collège de médecins selon les situations. Si le médecin stipule ou conclut la conclusion du médecin qui est un médecin assermenté, un médecin professionnellement qui défend son image, et qui n'a aucun intérêt de produire des fausses informations, je crois que tout le monde, quel que soit de côté qu'on peut se mettre sur une situation, doit quand même accepter les conclusions des personnes qui sont en charge de conclure sur une question. S'il y a des recours, il y a d'autres voies de recours, toujours techniques. Mais ce qui est fondamental, à mon avis, dans ces deux chapitres de droits humains, le président, il a mentionné, c'est les droits humains, sa promotion et sa protection, c'est de l'obligation de l'État. Mais c'est également et particulièrement le voie que cet État et les promoteurs utilisaient. Et c'est là où j'en viens, le rôle des médias dans la promotion et la protection des droits humains. Et la réalisation d'une manière générale. Je crois que c'est
cette émission de ce matin doit être une première, mais d'une manière régulière. Peut-être se poser à votre niveau, au lieu d'être sollicité. Une rubrique régulière. Dire là, bon, ça s'arrête pas là. qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut dire aussi que la Commission nationale des droits de l'homme, dans sa mission de formation, voire même nous, au niveau du ministère de la Justice, on avait procédé à la formation d'un certain nombre de journalistes sur la matière. Hein? Et je crois qu'il faut que ces gens-là se spécialisent aussi dans ce domaine. Certains, hein? Oui, une dernière question, c'est que je voudrais poser dans observation dans la Constitution de la République de Djibouti. Il est dit que l'islam est la religion d'État. Ouais. Et puis, il y a dans les lois djiboutiennes, dans cette même constitution, il y a la condamnation à mort qui a été abolie par... la constitution elle-même. Dans la constitution elle-même. Voilà, justement, comment assimiler l'islam dans la plupart des pays musulmans? La peine de mort n'est pas abolie, je crois. Et la République de Djibouti fait un des rares pays, peut-être, qui met en application cette loi. Est-ce que... Oui, donc c'est une question, voilà. oui, c'est une question assez fondamentale. Oui. Parce que d'un côté, on a nos valeurs supérieures, qui est la religion musulmane. Et puis de l'autre côté, on fait partie de la communauté internationale aussi, qui a ses priorités et ses valeurs aussi. Et donc, des fois, ils peuvent avoir des contradictions. Donc, il ne faut pas trop se cacher la face. Oui. On essaie au maximum de concilier ces deux visions impératifs. Voilà, c'est des impératifs. C'est vrai que la peine de mort est appliquée. Est un précepte de l'islam. Donc, c'est un précepte qui est véhiculé, qui est de l'islam. Et puis, il y a la Constitution également, de l'autre côté, l'interdit. Mais je crois que pour cette question précise de la peine de mort, je crois, à mon avis, ça c'est vraiment un avis personnel. Je crois que c'est une question révolue, parce que ça fait depuis un moment qu'on a aboli de fait cette peine, depuis 1995. Le fait qu'on n'ait pas mis cette peine dans le code pénal voulait dire qu'on ne va plus l'appliquer, parce que pour qu'une peine soit applicable, il faut qu'elle soit prévue déjà en avance par la loi. Donc il y a peut-être d'autres questions qui sont d'actualité, comme la succession, comme où Hal pourrait bien nous expliquer, qui sont plus actuelles. Mais la peine de mort, je ne crois pas qu'on va un jour revenir dessus. Ok, c'est un mot de conclusion, peut-être autour de table, rapidement. Par rapport à la succession, donc il est dit dans le code de la famille que la femme bénéficie de la moitié de la part qui revient à son frère, quand il y a des frères. Bon, ça, pour tout ce qui est héritage et succession, le code de la famille s'était inspiré de la charia. Donc, à l'époque, il n'y avait pas moyen de discuter. Donc, maintenant, il y a une réforme, je crois, du code de la famille qui est en cours de discussion. Peut-être que c'est une question qui sera discutée et qui peut-être donnera lieu à des modifications. On va voir. Oui, je voudrais dire en termes de conclusion que la promotion et la protection des droits de l'homme, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'une association, d'un gouvernement ou d'une opposition. La Commission nationale des droits de l'homme appartient au peuple de Djibouti qui peuvent venir devant la Commission nationale des droits de l'homme parler des questions de l'heure. Nous ne sommes pas une officine gouvernementale, encore moins une officine de l'opposition. Nous sommes une institution indépendante et à ce titre, nous recevons aussi bien les membres du gouvernement des pouvoirs publics que les membres de l'opposition sur toute question relevant des droits de l'homme. Nous essayons autant que faire se peut pas toutefois à chaque fois de crier,
Non, parfois on les règle par le dialogue, parfois on les règle par la persuasion et parfois on les règle par la dénonciation et en utilisant les mass médias. Donc ce n'est pas notre affaire le droit de l'homme. Chacun dans son domaine d'attribution doit s'impliquer et également respecter les droits de l'homme, non seulement dans sa vie publique, mais aussi dans sa vie privée. C'est-à-dire la première défense des droits de l'homme commence dans la famille. Ensuite, ça va vers le public. Donc les droits de l'homme, c'est quelque chose d'universel, qu'on ne se dise pas que voilà, c'est les pouvoirs publics, voilà. Non. Oui. Nous sommes là pour défendre et promouvoir la promotion des droits de l'homme et nous ne souffrons aucune exception dans la prise en compte de ces valeurs et de ces principes. Voilà, Monsieur le Président, pour conclure, on observe que de nombreux Djiboutiens ne connaissent pas leurs droits et à travers cette émission ou à travers la mission du comité interministériel chargé de la mise en œuvre et du suivi des droits humains à Djibouti, quel est le message que vous souhaitez adresser justement au public djiboutien pour qu'ils puissent justement connaître mieux leurs droits? Tout d'abord, un petit mot sur la peine de mort et l'islam. Moi, je crois que l'islam et les musulmans ne doivent pas prendre des mesures qui soient contraires expressément au précepte de l'islam. Et l'histoire des infractions pénales a évolué quand même à travers le monde, à travers les âges. Et si vous revenez un peu en arrière sur l'application de la loi djiboutienne, même quand la peine de mort existait, je crois que la peine de mort a été prononcée une seule fois dans l'histoire de ce pays et elle a été commuée. Parce que je crois qu'un des préceptes de l'islam nous interpelle que seul le bon Dieu, créateur, a la possibilité d'ôter la vie. Si on part de cette philosophie, pourquoi un juge, si puissant qu'il soit, après le seul juge c'est le bon Dieu, se permettrait de dire que telle personne doit mourir. Ça, c'est une question... mais je ne pense pas que ça pose le fait que nous avons... que la République de Djibouti a voulu abolir la peine de mort constitue aujourd'hui une violation des préceptes de l'islam. Je ne pense pas. Le législateur djiboutien n'est pas dupe. Et le peuple djiboutien aussi, parce que la Constitution a été... la révision de la Constitution a été faite par mandat donné aux législateurs. Je crois que il n'y a pas de contradiction à soulever à ce niveau-là. Quel message on peut adresser à la population? La population, je crois que... Les lois existent. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la République de Djibouti n'a rien envié à quelque État que ce soit pour les mesures prises en direction de la promotion et de la protection des droits de l'homme et les institutions et les mécanismes mis en place. Donc je dis aux citoyens djiboutiens et à tous citoyens résidant dans ce pays, vous avez les institutions, vous avez les lois, c'est à vous de faire jouer votre droit, mais dans le cadre de la loi. What Oliver Wardak Lakin? Lakin?
timahaygu way go'ayaan mana baxayaan sidaa ha oran halka waad heli karaysaa isticmaal looshanka cusub ee Dark and Lovely ee Well Masters timahaygu markii hore markaan mar feere way go'ayaan laakiin hadda 10 jeerna ma go'ayaan 10 jeerna dibkaygu wuxuu ahaa timahayga laakiin hadda xalayaan helay ee adiguna isticmaaltan fiiri cidda timid hadda uma baahni timihii beenta ah dawooyinka cusub ee Dark and Lovely waxay ka hortagaan go'itaanka timaha Dark and Lovely aaladda cusub darteed ee lagu magacaabo Truachiga waxay idin ruqsaynaysaa inay gaarsiiso aaladda internetka daafaha adduunka sida ugu wanaagsan ee ugu degdeg badan iyo iimaylada la isku diro isticmaalka ciyaarta